Salut à tous, ici Stranger Jazz et c'est parti pour la partie 3 du Freak Show. Cet épisode sera quand même relativement différent des deux autres, avec des fins plus joyeuses et des vies plus simples pour nos artistes. La semaine dernière, je vous avais parlé de Grady Style, l'homme homard, Fanny Mills, la femme au pied d'Yeti, Frank Lantini, notre Sicilien à trois jambes, ou bien encore Ella Harper, la femme chameau. Donc si jamais vous n'avez pas vu cet épisode, je vous mets un petit lien juste au-dessus de la lune. De nos jours, énormément de choses ont changé et les mentalités aussi bien que désormais nos artistes ne sont plus considérés comme des monstres de foire, quoique un peu quand même. Mais la grande différence majeure est que cette fois-ci, c'est bien eux qui ont pris leur destin en main, ils ont décidé eux-mêmes de se transformer, hormis le cas de Joti Henge, mais vous verrez que pour les trois autres, c'est bien eux qui se sont mutilés, tatoués ou bien perfectionnés, ça dépend du point de vue de chacun. Mais avant toute chose, je vois que vous êtes encore très nombreux à me regarder sans vous être abonnés à la chaîne, et c'est bien dommage, vous risquerez de louper le prochain épisode qui va traiter de sorcellerie en Afrique. Plus précisément, on parlera de Bopa, en bref, un sorcier qui se transforme en serpent pour avaler les autres et devenir plus fort. On n'oublie surtout pas le petit like qui m'est d'un grand soutien, s'il vous plaît. Cet épisode sera certainement un petit peu plus long que les deux autres, donc on va pas perdre de temps, tout de suite le générique. De nos jours, les freak shows ont bien changé. Et c'est en grande partie dû à l'évolution des mentalités dans notre société. D'une part avec le principe fondamental de la discrimination, mais surtout avec les avancées médicales et le fait de pouvoir être reconnu handicapé, ils ont désormais le droit d'avoir un poste adapté et des lois sont mises en place pour les recevoir en entreprise. Pour revenir aux discriminations, il n'y a juste qu'à prendre l'exemple des tatouages qui sont nettement mieux acceptés en entreprise qu'il y a 20 ans. De nos jours, on assume nos différences et c'est ce qui fait notre force. Moi aussi, je me considère un peu comme un monstre de foire avec mes cheveux bleus. Et ça, il y a peu, c'était encore impossible pour un patron de l'accepter. Un grand merci aux miens au passage. Avant, il fallait se conformer aux autres et être dans la norme sociale, mais heureusement, maintenant, c'est l'inverse qui a tendance à l'emporter. Mariage, célibat, transidentité. On fait maintenant ce qu'on veut, on veut du vrai, de l'authentique, des personnes qui parlent avec le cœur et peu importe leur physique et leur couleur de peau. Mais alors, qu'est-ce qui a changé dans les freak shows d'aujourd'hui ? Premièrement, le fait que désormais c'est eux la star et ils ne sont plus exploités pour la plupart, bien sûr. Ils ne sont plus des pestiférés de la société, ils sont admirés pour leur show et en aucun cas moqués. Bien sûr, il y aura toujours des rageux et des intolérants dans notre société, mais je crois que j'ai foi en l'avenir. Sur ces belles paroles, je laisse la place à nos artistes qui, pour certains, je dois le reconnaître, m'ont scotché tellement je me demande comment ils font pour ne pas ressentir la douleur. Moi qui est abonné à mon tapis de fakir, enfin celui de mon coloc, pour le dos bien sûr, je suis bien loin d'être à leur niveau. En tout cas, je rêverais bien de participer un jour à l'un de ces spectacles. Rick Stéphane Genest, dit Zombie Boy, est un mannequin et acteur québécois né le 7 août 1985 à Châteauguay, au Québec. Il est d'ailleurs très certainement le plus célèbre freak de cet épisode. Rick grandit au sein d'une famille ouvrière de La Salle et est l'aîné de deux frères et sœurs. Pendant son enfance, il développe une tumeur au cerveau que le médecin lui enlève à l'âge de 15 ans et demi. Un an plus tard, il se fait faire son premier tatouage et est pris d'une profonde fascination pour cette forme d'art. Vivant comme un punk à chien depuis son départ de chez ses parents, il s'immerge dans la scène underground de Montréal. Une ville que j'affectionne particulièrement pour y avoir été à l'âge de 18 ans. Sans aucune source de revenus, il survit en lavant des pare-brises au feu rouge et en logeant dans des squats avec sa nouvelle famille. À 19 ans et demi, il entreprend de se faire tatouer l'intégralité de son corps. Et pour cela, il fait appel à l'artiste montréalais Rémi Cochenet qui réalise la quasi-totalité de ses tatouages, à savoir un squelette, ou plus précisément un corps en putréfaction, sur 90% de son corps. Cette longue transformation dure près de 6 ans
et se chiffre à près de 7000 $ américains. Eh ben, faut croire que laver les pare-brises, ça rapporte. C'est sur Facebook que Zombie Boy publie les premières photos de ses tatouages en mars 2010 dans une page qui réunit plus de 1,5 million de fans et lui permet de se faire contacter par Nicola Formichetti, directeur artistique de l'entreprise Thierry Mugler et styliste de Lady Gaga. En 2012, il apparaît alors dans le clip Born This Way de la chanteuse américaine et défile pour la marque Thierry Mugler. Sa relation avec Nicola Formichetti est un véritable tremplin pour sa carrière. Par la suite, il pose pour des magazines tels que JQ, Vanity Fair et Vogue pour hommes. Au printemps 2011, il reçoit de la part du livre du Guinness des records le record du nombre d'insectes tatoués sur le corps, 178 au total, mais également celui du nombre d'os, 138 au total. Peu après, il est sollicité pour figurer dans une publicité pour un fond de teint ultra couvrant de la marque Dermablend. Une publicité qui a bien fait le tour des réseaux à l'époque. Grâce à tous ces tremplins médiatiques, en 2013, il fait une apparition dans le film 47 Ronin de Carl Ridge. Il y incarne alors le rôle de Foreman, aux côtés de l'acteur Keanu Reeves. Alors j'ai pas du tout vu le film, par contre je vois qu'il est quand même sacrément bien noté, sur Allociné 3,1 sur 5, sur Cinénode 7,2 sur 10 et sur Rakuten 5 sur 5. Pour la petite histoire, les Ronins sont des samouraïs sans maître, ils font donc alliance avec un guerrier métis qui a jadis été leur serviteur. En bref, un film de bagarre. A savoir qu'en dehors de tout ce cercle médiatique, c'était quelqu'un d'extrêmement bien entouré, il avait beaucoup d'amis et était vraiment très apprécié. J'ai d'ailleurs regardé plusieurs reportages sur lui, histoire de cibler un peu plus qui il était, et la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que c'était vraiment quelqu'un d'entier. Il paraissait même timide parfois lors de certaines interviews. Comme beaucoup d'artistes, c'était une personnalité à fleur de peau. J'ai cru comprendre que vers la fin de sa vie, ça le pesait pas mal d'être considéré uniquement comme un monstre, alors qu'il aurait aimé qu'on lui pose plus de questions sur sa véritable personnalité. Je pense que vous aurez donc compris qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est décédé. Il perd la vie le 1er août 2018 à l'âge de 32 ans. Il est trouvé sans vie dans l'arrondissement du plateau de Mont-Royal. Les autorités privilégient alors la thèse du suicide. Cependant, ses proches, à travers une publication dont son manager sur sa page Facebook officielle, souhaitent dès lors partager leur point de vue. Selon eux, Genest serait tombé accidentellement de son balcon en fumant une cigarette. Appuyé sur la rambarde, il a simplement pu basculer dans le vide. C'est d'ailleurs la thèse qui a été retenue. En octobre 2019, l'enquête du coroner mandaté sur l'affaire conclut à une mort accidentelle. Alors qu'il était parti fumer une cigarette sur le balcon, fortement intoxiqué par l'alcool, le jeune homme se serait assis sur la rampe du balcon et serait par la suite tombé. Selon le coroner, le décès serait survenu à la suite d'un traumatisme crânien, suivant la chute du 3e étage de l'immeuble. Une bien triste histoire. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de théories concernant sa mort, suicide ou accident. Mais bon, la finalité est la même, il nous a quittés. J'ai été pas mal touché de parler de lui, je le reconnais. J'ai ressenti une grande sensibilité en lui, je saurais pas l'exprimer. Et selon moi, c'est quand même lui qui a un peu ouvert le chemin aux autres, pour ce qui est des freak shows des temps modernes. Eric Sprague, l'homme qui voulait ressembler à un lézard, est né le 12 juin 1972 à Fort Campbell, aux USA. C'est un artiste itinérant du spectacle, son métier consiste à faire des shows à travers le monde. Et bien sûr, il les a rebaptisés Freak Show. Il se produit également dans des émissions qui veulent bien le payer, ainsi que dans des apparitions en public. Il a plusieurs cordes à son arc lors des animations qu'il produit. Il peut ainsi faire le cracheur de feu, avaler des épées, se mettre sur un lit de clous, ou bien encore faire la cible humaine et recevoir des fléchettes. Il mange également des insectes, comme tout bon lézard qui se respecte. Il possède également un groupe de rock nommé Lézard Skynyrd. Ils ont sorti un album en 2010 et ils ont effectué de nombreuses tournées à travers le monde. Il fait également des tournées avec le cirque The Jim Rose. C'est une version moderne d'un cirque sideshow. Il fut fondé par Jim Rose à Seattle au début des années 1990. Alors, le Jim Rose Circus Sideshow est décrit comme une expérience ahurissante avec fakir et torture. Tout ce qu'il faut donc pour plaire à notre lézard. Bon, c'est plus ou moins les freak shows des années d'avant. Je vais vous montrer ça en photo.
Eric Sprague vit avec sa femme et leurs animaux de compagnie au Texas. Par animaux de compagnie, j'entends beaucoup de lézards. Arrivé à ce stade, je pense que vous l'avez compris, mais donc il s'est fait connaître pour toutes les modifications qu'il a apportées à son corps au fil des années. Il a les dents aiguisées, des tatouages sur tout le corps en écailles vertes, la langue fourchue et des implants sous-cutanés. Récemment, il se serait même fait refaire les lèvres, elles seraient donc ancrées à l'encre vert. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour plaire à sa belle-mère. Un personnage haut en couleur qui a décidé de réaliser sa passion et qui aujourd'hui encore réalise des tournées à travers le monde. C'est parti pour le petit rayon de soleil de cet épisode, Jyoti Henge. Cette petite merveille est née le 16 décembre 1993 à Nagpur en Inde. Elle souffre d'achondroplasie, une maladie des os provoquant le nanisme. Elle est donc bien connue pour être la plus petite femme au monde. Concernant sa petite taille, elle indique « Lorsque j'étais plus jeune, j'avais peur de sortir de chez moi. Après mes 7 ans, la presse a commencé à s'intéresser à moi et ça m'a aidé à prendre confiance et à être reconnu d'une façon positive. Et depuis que je détiens le record, c'est clairement un avantage. » Car oui, en effet, en 2011, le jour de ses 18 ans, elle a été reconnue comme la plus petite femme du monde par le livre Guinness des records. Elle mesurait alors 62,8 cm et pesait 5 kg. Elle venait de terminer tout juste ses examens d'études secondaires et elle se préparait à entreprendre des études universitaires. Jusqu'alors, la plus petite femme vivante au monde était l'américaine Bridget Jordan, 69 cm. La plus petite femme ayant été mesurée était la néerlandaise Pauline Muster, elle mesurait 61 cm. Mais notre très chère Jyoti, avec le feu des projecteurs du Guinness des records, commence à faire parler d'elle. Et c'est pour cela qu'en 2009, elle a été filmée dans le cadre d'une série documentaire Body Shock, diffusée en Grande-Bretagne sur Channel 4. 3 ans plus tard, elle participait à l'émission Big Boss, l'équivalent indien de Secret Story. Je ne connaissais pas l'intitulé de son secret, mais je pense quand même qu'il a dû être relativement facile à trouver. Par la suite, en 2014, Ryan Murphy, le créateur des séries télévisées Glee et Nip Tuck, annonce avoir offert à Jyoti un rôle dans la saison 4 de sa série d'épouvante American Horror Story. Dans la 4e saison, intitulée Freak Show, elle y incarne le personnage de Ma Petite dans une foire aux monstres. La série est diffusée depuis octobre 2014 sur la chaîne américaine FX. Et c'est également l'une de mes séries préférées. Depuis, en 2020, âgée de 26 ans et à l'initiative de la police, ayant réclamé toutes les bonnes volontés, elle arpente les rues de Nagpur dans l'état de Maharashtra. Oh bordel. Dans l'état de Maharashtra. En bref, en Inde, afin d'encourager les gens à rester chez eux lors du confinement durant la pandémie du Covid-19. Mais aussi pour inciter les Indiens à se laver les mains, à porter un masque et des gants quand ils quittent leur maison. Elle est vraiment géniale cette petite. Elle est tout simplement solaire. Avant de tourner cet épisode, j'en connaissais pas grand chose sur elle, à part son personnage dans la série American Horror Story. Et du coup, forcément, on s'imaginait qu'elle était vraiment adorable, mais elle l'est vraiment. Elle est réellement une femme extraordinaire. Avant toute chose, vous pouvez encore fuir, car je préviens que celui-ci fait vraiment flipper. Anthony Lofredo, alias Black Alien, est né en France, à Montpellier. Personnellement, j'aurais pas pensé qu'on aurait été premier au classement. Enfin après c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il fait vraiment plus peur que tous les autres qu'on a pu traiter. Une chose est sûre, il est vraiment très loin de passer inaperçu dans la rue. Le Montpelliérain est tatoué de la tête aux pieds. Ce dernier s'est donné pour mission de transformer son corps pour en faire une véritable œuvre d'art. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce jeune homme âgé d'une trentaine d'années se donne vraiment les moyens pour réaliser son projet intitulé The Black Alien Project. Je suis d'ailleurs assez étonné qu'on l'ait pas vu dans des films, mais à mon avis, il doit certainement avoir des projets en cours. Suivi par 1,2 million d'abonnés sur Insta, il a déjà subi un grand nombre de modifications corporelles extrêmes. Il a fait séparer sa langue en deux et s'est fait poser les implants sous-cutanés en silicone dans son crâne. Il a également reçu des injections d'encre dans le blanc de ses yeux. Il y a 2 ans, Black Alien est passé à l'étape supérieure après s'être fait retirer les oreilles, le nez ou encore une partie de la lèvre supérieure. Oh my god.
Et c'est malheureusement pas le pire car en 2021, il s'est rendu au Mexique et il a subi une amputation de 2 doigts de la main gauche. Selon ses dires, Anthony Lofredo a atteint les 46% de sa transformation finale. Aujourd'hui, il envisage de se faire amputer une jambe jusqu'au genou. C'est quelque chose de compliqué car ma jambe est saine, une amputation ce n'est pas rien, avait-il confié à l'époque sur les réseaux sociaux. Je crois vraiment qu'il a un petit problème quand même, parce que là, arrivé à ce stade, à la fin, il va se couper tous les morceaux de son corps, c'est pas possible en fait. Sans surprise, son apparence atypique divise, mais Black Alien peut compter sur le soutien inconditionnel de sa mère, qui approuve totalement son projet de transformation. Il y a des gens qui ont l'esprit ouvert, a-t-il déclaré. Une maman vraiment très tolérante. Toujours selon ses dires, malgré son look extrême, il souhaite vivre une vie simple. Je suis un type normal. Pourtant, le jeune homme peine à trouver du travail et se voit parfois refuser l'entrée de certains restaurants car il effraie les autres clients. Et pourtant, ça reste bien de la liberté d'expression, mais bon, il y a quand même des limites. C'est sûr, imaginez vous êtes au restaurant, puis vous vous retournez et puis vous tombez dessus. Je pense que ça peut quand même surprendre. Du moment qu'il soit heureux et qu'il réalise ses propres rêves et que sa maman approuve, on est qui pour juger après tout? Et voilà, cet épisode touche à sa fin, ça marquera également la fin de la saga Freak Show que je vous ai concoctée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces personnes étaient quand même hautes en couleurs et qu'ils ont eu des vies extraordinaires. Une chose est sûre, c'est que j'aimerais vraiment savoir lequel de ces 11 artistes vous a le plus touché. En ce qui me concerne, si je dois en choisir juste 2, je dirais Winnie Woolsey dans la partie 1 et Rick Genest dans cet épisode. Alors pourquoi eux et pas les autres? En ce qui concerne Winnie Woolsey, ce que je trouve vraiment tragique, c'est qu'on savait qu'elle était myope, elle a été renversée par une voiture, mais on ne sait toujours pas si c'est accidentel ou criminel. En ce qui concerne Rick Genest, en dehors du fait qu'il est adorable et qu'il est réellement une personnalité attachante, je dois reconnaître qu'il est vraiment magnifique avec tous ses tatouages. Après, on aime ou on n'aime pas, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il était véritablement une œuvre d'art. Cette fois-ci, le spectacle est réellement terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine où nous partirons en Afrique avec une histoire complètement farfelue mais vraie. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.